Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes artistes de comics préférés, Stuart Timonen. Alors Stuart Timonen, c'est un artiste extrêmement complet, avec, énormément de styles graphiques, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler en une seule vidéo parce que vraiment ce serait trop long. Donc je vais, essayer de faire ça en deux vidéos. La première pour essayer, de revenir un petit peu sur les premiers titres avec lesquels, je l'ai découvert, donc à savoir, Superman: Secret Identity et Next Wave. Et puis dans une seconde vidéo, ah oui, si, je vous parlerai aussi de son sketchbook d'illustration. Et puis en seconde vidéo, je viendrai un petit peu plus, examiner ces pages de Fear Itself, donc le gros crossover, gros event en fait de Marvel. Et puis aussi, ses travaux sur, Empress qui fait partie du Millar World, donc scénarisé par Mark Millar, qui sont, déjà un petit peu plus dans la même lignée au niveau du style, mais on va voir un petit peu les différences. Donc ça sera pour une deuxième vidéo. Alors sur Stuart Timonen, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai découvert, il y a assez longtemps, sur, à l'époque même, j'avais pas trop remarqué, son travail. C'était sur, des couvertures de Superman ou de la Légion. Donc voilà, pas des trucs que je lisais à l'époque. J'avais remarqué qu'il avait un style déjà un petit peu plus, en tout cas orienté un petit peu vers, plus de réalisme. Ça faisait penser un peu à du Adam Hughes. On retrouvait un peu, aussi des ombres un petit peu plus prononcées, des façons de faire des visages aussi qui faisaient penser à Kevin Maguire un peu. Donc voilà, un peu cette veine d'artiste-là qui était pas, qui est des artistes que j'apprécie, hein, clairement, mais je sais pas pourquoi Stuart Timonen ça me parlait pas plus que ça. J'avais vu aussi à l'époque, le lancement d'une ligne qui s'appelait, Gorilla Comics, si je me souviens bien, avec Kurt Busiek. Ils avaient fait un titre qui s'appelait Shock Rockets, donc que j'avais feuilleté, pareil, qui était pas inintéressant, mais il y avait pas quelque chose qui me marquait. Il y avait un style, finalement un peu presque un peu classique de comics et en même temps, pas suffisamment, selon moi, suffisamment notable en fait, par rapport, par exemple, avec Adam Hughes qui avait déjà, réussi à évoluer, vers une approche notamment des personnages féminins et tout qui était notable. En fait, le premier titre sur lequel vraiment j'ai commencé à remarquer, Stuart Timonen, c'est sur celui-ci, Secret Identity. Déjà pour plusieurs choses. Alors c'est sorti en français, Identité secrète. La couverture, c'est sorti chez Urban avec une belle couverture qui correspond à une image, je ne l'ai pas noté un petit peu plus loin, on voit le personnage principal face à une montagne. C'est honnêtement un très beau titre, que je vous recommande. Et je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire et puis après on va essayer de regarder quelques pages. Donc Secret Identity, c'est un titre scénarisé par Kurt Busiek et dessiné et colorisé par Stuart Timonen. C'est un point important, j'y reviendrai sur la colorisation. Le pitch, en fait, il est assez simple et en même temps, ça permet d'avoir une histoire quand même assez originale. C'est l'histoire d'un jeune garçon, on a sur le numéro 1 ici, un jeune garçon que les parents ont nommé Clark Kent, qui est né au Kansas, donc qui a beaucoup de points communs avec Superman. Et Superman dans cet univers-là n'existe pas, c'est un personnage de comics, mais évidemment il n'existe pas. Et en fait, on va voir comment ce personnage-là, ce jeune garçon, qui s'est fait un peu vanner toute sa vie, ou tout, évidemment, ça a été un peu un running gag de la parenté, de le lier à Clark Kent des comics, va un jour se découvrir des pouvoirs très similaires à celui du personnage de Superman. Et on va voir comment, en fait, à travers cette histoire qui est très réaliste, dans la dépiction à la fois de l'univers, des aventures, mais aussi des questionnements que le personnage va traverser à travers les années. C'est une façon en fait de traiter une histoire qu'on a, en tout cas un concept qu'on a déjà vu par ailleurs, qui était qu'est-ce qui se passerait dans le monde réel si un personnage avait ce type de pouvoir. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs années, donc il y a quatre numéros. Alors, c'était collection, genre type un peu collection de prestige, ouais, à peu près 48 pages. Et en fait, on saute des époques au fur et à mesure, donc on va vraiment sur des étapes importantes de la vie du personnage. Et j'ai le souvenir effectivement d'avoir été assez marqué par le côté très touchant de cette histoire. Il y a vraiment quelque chose de très crédible, très facile de s'identifier au personnage.
Aussi des jolis moments en fait d'interrogation sur, quand il est plus jeune ou alors après quand il devient plus adulte et cetera. Donc des interrogations sur ces phases de la vie un peu importantes qu'on peut traverser. Et donc c'est vraiment une très, très belle histoire que je vous recommande, qui utilise la symbolique ou en tout cas ce que représente Superman pour en même temps, raconter une histoire très, très humaine. Donc vraiment je vous recommande ce titre sur déjà le niveau de l'histoire. Et puis artistiquement, c'est un peu un titre de toute beauté. Heu, donc ouais, qui est sorti en 2004, c'est quand même une petite précision importante. Donc déjà Stuart Timonen, sa carrière avait déjà quand même pas mal commencé. Et pour vous montrer un petit peu, les pages, je vais essayer d'avancer un tout petit peu pour que vous voyez mieux les pages. Voilà. Donc déjà, en fait, plusieurs choses à noter sur le style. On est dans la partie, on va dire, ou dans le style réaliste de Stuart Timonen. Parce que, comme je vous le disais au début, c'est un artiste qui a vraiment une capacité à varier son style, mais de manière vraiment très importante. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui va avoir un style, on va dire, très abouti, très détaillé, et puis qui à des moments va le simplifier. C'est pas non plus un artiste comme Chris Samney, par exemple, qui va avoir des fondamentaux un peu identiques, mais qui à des moments va travailler, par exemple, les visages ou certains designs de manière un petit peu plus épurée, donc donner un côté un petit peu plus cartoon, comme il a fait sur Daredevil, comme il avait fait, par exemple, quand il était passé de l'album du polar qui s'appelait Area 51, qui était vraiment très très réaliste dans le dessin, et après quand justement il est arrivé chez Marvel et qu'il a fait des titres comme Daredevil avec une touche un petit peu plus comics, un petit peu plus cartoon aussi. Là, c'est pas du tout le cas. Stuart Timonen, il a vraiment des changements de style qui sont radicaux. Et justement, c'est l'idée de vous montrer dans cette première vidéo ce grand écart qui montre tout le talent en fait du gars. Là, typiquement, donc on voit que c'est déjà son approche, que ce soit au niveau des visages, que ce soit au niveau des éclairages ici, les postures, les décors. On voit effectivement qu'il y a sans doute de l'utilisation de photos évidemment comme référence, mais pour autant le travail qui est fait au niveau de l'ancrage, au niveau de la stylisation qui est faite, moi je trouve ça vraiment vraiment très très bon. Ça fait penser effectivement pour les lecteurs on va dire plus récents à du Andrea Sorrentino sur Gideon Falls par exemple, mais je trouve que c'est beaucoup moins froid comme style. Ça fait Sorrentino fait vraiment du très bon boulot, mais j'ai toujours un peu cette impression de voir sur certaines planches un filtre Photoshop qui transforme une photo en trait. Là, c'est pas vraiment le cas. Je pense qu'effectivement, il y a une bonne utilisation de repères, de, enfin, d'éléments de photo, mais il arrive à le styliser et il arrive à garder vraiment, et on le voit par exemple ici, on a vraiment l'essentiel des plis les plus crédibles, et en même temps ce travail un petit peu comme au crayon ou comment on appelle ça j'oublie le nom, mince. Bref, au fusain, pardon, qui donne un peu, voilà, qui renforce vraiment le côté griffonné. On a ces variations de traits aussi dans les ancrages. On a aussi des effets voilà, très très simplifiés la chevelure, ou là encore une fois, ou sur ce champ ici. Donc ça donne vraiment une impression de représentation réaliste, mais en même temps avec un vrai travail au niveau du dessin et de la stylisation, qui est renforcé par le choix des couleurs. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde ce style de couleur, parce qu'on est effectivement très loin des canons habituels du comics en termes de colorisation. Mais moi j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà d'une part parce que euh, je trouve que le fait d'avoir opté pour justement s'éloigner des palettes de couleurs traditionnelles du comics, ça sert le propos de l'histoire, puisque justement on s'éloigne de l'univers de comics, en tout cas des codes couleurs de l'univers de comics tel qu'on le connaît. Et d'ailleurs, on le voit dans les premières pages quand à chaque fois il y a une espèce de citation d'un comics Superman à travers les époques. On est dans quelque chose de très coloré, et après finalement on arrive dans quelque chose qui paraît un peu moins, en tout cas qui est moins flashy. Cela étant dit, en fait, on voit aussi qu'il y a un gros travail sur les ambiances. Ici, il y a les ambiances de bleu, ou là, dans ce flashback, ou je sais plus si c'est un flashback ou un cauchemar. Mais en fait, on voit que ça lui permet vraiment de travailler des ambiances très différentes, avec ces teintes de visage d'ailleurs un peu atypiques, un peu jaune,
Je serais curieux de voir en fait, si c'est vraiment lié à cette version, d'origine ou est-ce que si dans des versions après les rééditions, on garde un peu ce type de teinte. Mais moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce travail, sur une colorimétrie, un peu plus, un peu moins clinquante, mais qui reste quand même très signifiante dans les ambiances. Et puis il y a 2 autres aspects, qui sont vraiment, vraiment chouettes dans ce travail. C'est un très, très beau, travail, là j'ai des exemples ici, sur les éclairages. Il y a vraiment une recherche, d'essayer de représenter, encore une fois, un éclairage réaliste avec ces zones de blanc ici, sur les personnages, donc ça ajoute encore plus de crédibilité à l'univers. Et puis, il y a aussi le fait qu'il arrive à travailler aussi des moments de volume. C'est-à-dire que quand on regarde a priori la colorisation, on a l'impression qu'il y a pas mal d'aplats, heu, mais c'est pas tout à fait le cas. Il a, plusieurs moments, on va le voir un petit peu ici par exemple, où il va travailler, ou ici par exemple, il va travailler des ombres, il va intégrer, même des effets qui ressemblent presque à des trames, mais encore une fois avec cet effet de stylisation, comme fait au crayon. Je trouve que cette combinaison des techniques, elle est fascinante. Hem, je l'avais pas forcément, capté au premier abord. Ce travail sur la couleur, en fait, j'avais un souvenir assez basique, assez austère et là, en reprenant le titre et en l'examinant un petit peu plus, on voit qu'il y a vraiment, un boulot beaucoup plus, compliqué qui est vraiment entre, vraiment une approche très stylisée. On le voit ici avec des formes là. On voit des découpes en fait, dans la colorisation qu'on peut faire, justement avec des outils informatiques. Donc qui vraiment donne un côté, très, très, très stylisé et pas du tout réaliste et en même temps, en fait, la façon de travailler, ici ou différents éléments de volume ici ou même cet éclairage là, qui par contre fait extrêmement réaliste et ça, c'est vraiment, j'ai pas le souvenir de comics où il y a ce travail assez inhabituel et assez original, mais aussi bien exécuté, d'une colorisation très, très atypique, et qui vient parfaitement, encore une fois, servir, l'ambiance et le propos de l'histoire. Donc ce qui est vraiment, vraiment une des grandes forces, de ce titre, c'est vraiment aussi cette exécution, graphique très, très réaliste et cette exécution graphique, en fait, elle se retrouve, dans le réalisme. Hem, elle a plusieurs atouts. Le premier, c'est que effectivement le fait que, chacun des visages soit, aussi crédible, là on le voit cette expression elle est assez terrible et tout, fait que l'émotion des personnages est vraiment, vraiment bien retranscrite. On suit vraiment très, très facilement, le parcours émotionnel des personnages principaux. Les conversations aussi, parce que c'est très bien écrit par Kurt Busiek. Mais voilà, que ce soit ces yeux en l'air ici du personnage qui fait penser à Lois Lane, euh, la façon aussi dont on va voir le héros qui justement séduit cette jeune fille et va se lier avec elle au fur et à mesure, ça devient très crédible parce que justement les expressions de visage sont parfaitement bien rendues. Il y a évidemment, voilà, je parlais de l'autre atout de ce style réaliste, c'est que pour justement bien ressentir le décalage entre le côté extraordinaire de ce jeune qui a des pouvoirs, le Superman, et la réalité, du monde, enfin, cette opposition avec le monde moderne et en tout cas le monde réaliste, il faut véritablement, qu'il y ait une représentation de ce dernier qui soit le plus fidèle possible. Donc là, effectivement, on voit, sans doute un usage de photos. D'ailleurs, c'est beaucoup plus flagrant ici. On a, je pense, carrément une photo qui est intégrée avec juste un petit, travail sur la colorisation. Mais justement, encore une fois, il y a une continuité, ou en tout cas un équilibre graphique qui est parfaitement bien géré, je trouve, dans ce titre. Ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de voir juste, de l'implémentation de photos, à peine retouchées. Heu, on garde quand même un travail de l'artiste en termes de stylisation dans le dessin et pourtant cet univers-là est tout le temps crédibilisé par tous les décors, par, les vêtements, par les looks. Là, on voit encore les expressions qui sont vraiment bien foutues, dans une scène qui est quand même assez glauque, qui est encore une fois, très, qui justement qui ne nous étonne pas par son réalisme et je trouve que justement ça, c'est une approche, très intéressante par rapport si je le mets en comparaison avec un titre comme Kick-Ass, qui lui aussi, partait d'un postulat de dire, bah, que serait un super-héros dans un monde, réaliste, mais qui, du fait, du style graphique de John Romita Jr.,
faisait qu'on était dans un comic book et donc cette espèce de postulat que l'on avait dans le titre ne se traduisait pas pour moi dans le choix graphique. Or là, ce réalisme-là, et je trouve que encore une fois, dans ce plan-là, c'est assez flagrant. La façon dont le personnage évolue dans l'eau, c'est extrêmement, encore une fois, très, très, très crédible et parfaitement bien représenté, avec juste ce qu'il faut de stylisation, ces effets lumineux par exemple, enfin, c'est vraiment aussi vraiment très très bien pensé, parce que il surgit juste en face du soleil, donc ce qui permet d'avoir vraiment une continuité entre son axe et la lumière. Les courbes de mouvement sont hyper bien rendues, le travail sur la couleur est, je trouve, assez subtil. Et pareil, ça donne une teinte assez intéressante. C'est pas un lever de soleil ou habituel avec des oranges et tout. Là, on est vraiment dans des teintes euh, beaucoup plus atypiques. Et donc, voilà, ce contraste-là, je trouve, permet de, lorsqu'on a on va dire, des exploits du personnage utilisant ses pouvoirs, de renforcer vraiment l'idée qu'on est en train d'assister en fait à l'évolution dans le monde normal d'un personnage avec des pouvoirs de super-héros. Et donc voilà, donc je parlais d'ambiance, de couleur aussi. Euh, Même chose, des transitions entre des scènes, qui n'est pas forcément évident, parce que le récit de Boussiek est assez dense. Euh, il y a beaucoup d'époques, il y a des passages avec des récits comme là, justement, en voix off, qui permet d'avancer dans le temps. Et voilà, et on voit comment, avec la couleur, il arrive à gérer, à travers son storytelling ici, le passage de cette scène à une scène un petit peu plus loin, ou en tout cas quelque chose auquel le héros pense. Et ça aussi, c'est je trouve un point assez fascinant dans ce titre, qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on passe plus de temps pour regarder pourquoi ces choix de couleurs en fait. Là, je vous parlais encore une fois de la complémentarité entre l'effet réaliste des vagues avec la couleur. Tout est parfaitement bien équilibré, et je trouve que ça fait vraiment un comics de toute beauté, véritablement. Je vais pas trop avancer parce que je voudrais éviter de spoiler des trucs, même si, encore une fois, l'histoire, on peut un petit peu deviner ce qui va se passer, mais il y a quand même pas mal de petites surprises. Et puis, donc voilà, donc ça, c'est le Stuart Timonen que j'ai découvert, très réaliste dans le style, euh, et avec effectivement quelque chose, pour le coup, qui, je trouvais, le faisait sortir du lot par rapport à ce que j'avais vu avant, qui était vraiment beaucoup plus basé sur un truc, on va dire, qui ressemblait un peu à du Adam Hughes. Changement totalement de registre avec des années plus tard, parce que là, je vous avais dit c'était 2004, là on est sur du 2007. Next Wave, Agents of Hate, une série hilarante de Warren Ellis et Stuart Timonen. Une série que j'adore, qui est sortie dans un contexte, mais de manière tellement inattendue par rapport à l'ambiance, c'est-à-dire que à l'époque on restait dans des comics Marvel un petit peu plus traditionnels. Ça faisait longtemps, pour moi en tout cas, que j'avais pas lu une série comics orientée comédie, à part Excalibur évidemment. Mais Next Wave, ça pousse encore un petit peu les potards un petit peu plus loin. Et ça a été un peu une triple claque, on va dire. Déjà, parce que scénaristiquement, c'est très drôle, mais surtout, en fait, c'est basé sur une forme de narration qui est à la fois qui est d'une simplicité, mais ultra efficace. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une équipe avec laquelle vous embarquez immédiatement, qui est composée de Photon, donc ancien Captain Marvel des Avengers, Boom Boom, qui est l'ancienne mutante qui était dans X-Force, Machine Man, Aaron Stack, donc, qui se fait appeler Aaron Stack maintenant, et aussi Elsa Bloodstone, donc la chasseuse de monstres, et un personnage un peu mystérieux qui s'appelle The Captain. En tout cas, Captain quelque chose dont le nom paraît tellement offensant qu'il est censuré. Et ce groupe-là, en fait, dès le départ, on comprend qu'il a travaillé pour une organisation qui fait penser au Shield, et qui est vraiment une espèce de copie dégénérée et complètement barrée du Shield, on va le voir, et qui s'est fait appeler Hate. Et ils ont décidé de tout plaquer et de partir et de trahir cette agence qu'ils ont découvert finalement beaucoup plus corrompue que ce qu'ils imaginaient. Et c'est vraiment une équipe extrêmement, extrêmement dysfonctionnelle,
dont tous les personnages finissent par s'embrouiller et en même temps extrêmement efficaces en tant qu'équipe. Le leader de l'équipe, c'est Photon, et qui est un personnage que j'adore, en tout cas que j'adorais dans les Avengers, au moment où effectivement elle prenait, au fur et à mesure, elle avait sa progression dans l'équipe et elle devenait leader des Avengers. Là, elle est un petit peu tournée en ridicule, mais elle reste quand même un personnage extrêmement attachant. Mais justement, Warren Ellis se moque un petit peu du fait que, caricature en fait le fait qu'elle, elle était un peu une ancienne gloire puisqu'elle l'était chez les Avengers, et qu'aujourd'hui, elle est réduite, on va dire, à travailler avec cette équipe qui n'est pas une équipe de bras cassés, parce que globalement, ils sont quand même assez balèzes et assez efficaces, mais qui clairement est pas l'équipe la plus psychologiquement équilibrée de l'histoire. Scénaristiquement, Next Wave, c'est des épisodes en deux parties à chaque fois. Enfin, des histoires en deux épisodes, pardon. Et chacune des histoires, en fait, est indépendante et en même temps construit une trame de fond qui va voir à la fois l'équipe mener une espèce d'enquête sur tout un tas d'organisations qui développent des armes complètement barrées, qui vont être poursuivis par les agents du HATE, donc le Highest Anti-Terrorism Effort, donc The Eight, qui est dirigé par ce personnage hilarant qui s'appelle Dirk Hanger, qui est vraiment une parodie, mais complètement tarée, de Nick Fury. Et quand je dis complètement taré, c'est vraiment, ça va assez loin, et c'est extrêmement drôle ce qui arrive avec ce personnage. Et en même temps, donc vous allez les voir évoluer dans des histoires indépendantes, mais au fur et à mesure, avoir j'allais dire, toute une trame, puisque la série se termine en deux trades comme ça américains. Je crois pas qu'elle soit sortie en France, j'ai un doute là-dessus. En même temps, c'est vrai que si vous avez la possibilité de lire en anglais, il vaut mieux le lire en anglais parce que les blagues sont vraiment, vraiment très, très bien écrites. Mais s'il y a une version française, ben, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que c'était un titre qui avait pas déjà trop marché. D'ailleurs, ils plaisantent eux-mêmes dans le titre à plusieurs reprises, où dans les derniers épisodes, ils font des appels du pied au lecteur en disant que la série va bientôt s'arrêter parce qu'il y a vraiment personne qui le lit, etc. Ils ont même de l'autodérision sur le manque de succès qu'ils ont. Et c'est une série qui est aussi extrêmement fun, que ce soit dans les affrontements, dans les dénouements, dans les rebondissements, dans les menaces aussi. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc voilà, moi Next Wave, je vous le recommande, c'est un petit bijou complètement atypique et fun. Et en plus, euh, Stuart Timonen commence à poser les fondamentaux d'un dessin qui est très comics, qui est un peu cartoon et en même temps extrêmement détaillé. On le voit avec ce Fin Fang Foom ici qui émerge euh, et qui a sa forme, on va dire, traditionnelle, mais qui en même temps se trimballe un petit slip violet. Donc ça donne le ton un petit peu de ce que va être cette série. Et en même temps, on va voir, et c'est là où moi j'ai vraiment découvert comment justement Stuart Timonen, avec ce style, on le voit ici très stylisé, très euh, très en équilibre entre, encore une fois, une forme de réalisme et en même temps une capacité à simplifier à l'extrême pour donner un côté justement, je dirais un petit peu cartoon en fait à l'ensemble. En fait, il arrive à faire des planches ultra dynamiques, comme on le voit ici, là, et dans les combats, il y a vraiment des choses. J'ai essayé de sélectionner quelques planches pour vous montrer comment justement je trouve qu'il est extrêmement bon pour rendre ce dynamisme-là qu'on va retrouver après, effectivement, dans des titres mainstream de comics. Donc, par exemple, je trouve que le personnage d'Elsa Bloodstone, c'est une très bonne représentation de la façon dont le style des Monen se pose ici. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois un personnage avec des proportions féminines réalistes et crédibles, un blouson, etc., et tout, qui bouge parfaitement bien. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très réaliste. Et en même temps, si vous regardez à chaque fois ses pieds, ou si vous regardez sa chevelure, en fait, c'est designé vraiment à l'extrême. On n'a presque pas l'impression des fois que ce sont des cheveux, on a plus l'impression que c'est une espèce de masse en fait plastique qui est posée. Et ça, c'est quelque chose qui va équilibrer sur beaucoup de personnages. En fait, là, on le voit sur cette image aussi, le personnage parfaitement crédible dans la posture, dans le réalisme, et même chose au niveau du visage ici. En fait, on voit qu'elle a une espèce de... Je vais essayer de zoomer un peu, hop. Voilà, elle a cette espèce de mou un petit peu arrogante qu'elle fait ici. On voit pas très très bien finalement avec la mise au point.
une moue un petit peu arrogante, mais qui est extrêmement stylisée avec le menton assez pointu, la forme du nez et tout. Et ça, c'est aussi un autre truc où on voit quand même que Imonen a des fondamentaux en termes de réalisme qui sont parfaitement maîtrisés, puisqu'il arrive après à vraiment simplifier à l'extrême des expressions de visage, notamment des expressions un peu caricaturales, qui vont permettre finalement d'avoir beaucoup de dynamisme et en même temps de vraiment parfaitement crédibiliser le personnage. Et là, voilà, ce travail d'épure, on le retrouve dans plein de choses. Ici, dans cette explosion de la Jeep, on va le retrouver un petit peu plus tard aussi sur des choses plus techniques, en fait, comme par exemple la bagnole, les, comment on appelle ça, tous les l'amas de carcasses voitures brûlées, etc. et tout. Ou les expressions dont je vous parlais aussi. Le personnage de Boom Boom, notamment, est vraiment fun dans cette histoire. Cette posture de main, elle est juste extraordinaire. C'est quelque chose qui va faire plusieurs fois aussi. Donc, vraiment, tout est parfaitement bien stylisé. Et cet équilibre-là, ça va aussi avec la tonalité humoristique de la série. Ce qui fait que ça permet d'avoir des scènes d'action quand même parfois assez violentes. euh, Pas gore, mais plutôt violentes, extrêmement badass dans la façon de représenter. Là, par exemple, ce choc-là extrêmement violent du personnage qui se fait fracasser. Le fait d'avoir ici, par exemple, cette scène est extrêmement dynamique. Entre le moment où elle saute par-dessus le véhicule pour l'esquiver, le fait qu'elle glisse comme ça avec cet effet de perspective et de mouvement qui fait très Akira, un petit peu, je trouve, dans le cadrage des motos. Et derrière, on voit vraiment la scène, j'allais dire, très film d'action américain, avec la petite goutte d'essence, le tir qui enflamme, qui provoque l'explosion. À nouveau, des courbes et des effets lumineux ici, vraiment qui font penser à des Katsuhiro Otomo, pour montrer la vitesse des motos. Et cette pose, extrêmement, encore une fois, stylisée, on voit le menton vraiment pointu, la forme des doigts, les cheveux, encore une fois. Donc il y a vraiment cet aspect graphique, moi, que je trouve fabuleux. Et je trouve dommage que cette série, elle ait pas marché parce que elle proposait vraiment quelque chose d'atypique sur le ton scénaristique, mais aussi dans la forme. C'est-à-dire qu'on était dans tout ce qu'on peut aimer dans des comics euh, aujourd'hui en termes de dynamisme, d'action, et en même temps avec un style graphique qui s'éloignait un peu des codes de l'époque. D'ailleurs, je trouve aujourd'hui que peut-être que la série était peut-être un petit peu en avance aussi graphiquement là-dessus, mais une série comme par exemple Invincible a, je trouve, pas mal de points communs en termes de stylisation ou d'aspect un peu caricatural des personnages, stylisation de l'action, énergie, etc. Je trouve vraiment pas mal en tout cas de ressemblances. Je les classerais un peu dans le même type de catégorie. Et j'ai l'impression que ce style, du coup, est peut-être plus accepté aujourd'hui par les lecteurs qu'il ne l'était à l'époque. Donc voilà, donc dans cette série, effectivement, des séries de menaces complètement différentes. Là, on va avoir une espèce de robot géant aux influences très japonaises, façon Gundam un peu. Et là aussi, pareil, il y a un truc assez intéressant, c'est que il me semble que Imonen utilise de la modélisation 3D à plusieurs reprises, en fait, notamment pour le véhicule, voilà, l'espèce de l'équivalent de l'hélicarrière du Shield, en fait, qui est une espèce de, je sais pas comment le décrire. On va voir, voilà, c'est une espèce d'assemblage de sous-marins complètement délirant. Il y a aussi le vaisseau de l'équipe qui lui aussi a été modélisé en 3D, ce qui fait qu'effectivement, il va pouvoir varier beaucoup les plans pour le représenter. Donc voilà, c'est une série avec un petit côté SF comme l'aime Warren Ellis, un petit peu barré. Et donc justement, dans lequel on va voir que, voilà, je prends cette page-là aussi, parce que le personnage d'Aaron Stack est vraiment hilarant. Tous ces personnages-là trimballent des traumas qui sont vraiment horribles, mais qui sont tournés un petit peu en dérision. Et du coup, ils ont tous développé des personnalités assez associables, voire presque antipathiques des fois. Et le fait est qu'ils arrivent quand même à rester ensemble. On a l'impression qu'ils se détestent, mais ils arrivent quand même à travailler ensemble. Ils arrivent quand même on voit, à développer des liens. Et c'est extrêmement drôle de voir tous ces personnages qui essaient quelque part de se comporter comme des héros, mais qui sont des anti-héros absolus et, euh, et vraiment très très drôles. Donc voilà, donc encore un autre exemple du dynamisme, de la mise en scène des combats, et comment aussi ce dynamisme-là
va parfaitement, ou en tout cas est parfaitement accentué par les lignes. Ici, on voit très très pointu du personnage d'Elsa Bloodstone. Donc c'est vraiment un régal. Et en fait aussi, on voit que, et c'était là aussi où, au-delà du côté, je parle du côté cartoon, mais c'est peut-être un peu réducteur, euh, mais en fait, le style d'Imonen fait que, encore une fois, l'univers dans lequel on évolue est quand même assez crédible. Et notamment, on a cette séquence complètement délirante où il y a les personnages des dimensions mystiques. Alors, je crois qu'ils s'appelaient les Nameless, un truc comme ça. Je suis plus très sûr. Ou, non, ou les Mindless, enfin, après, voilà. Bref, des personnages qu'on a vus dans Doctor Strange et qui sont ces créatures-là avec juste cette visière. Mindless One, enfin, un truc comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ils viennent envahir la Terre, et vous avez cette succession de scènes mais hilarantes, je trouve, où en fait on les voit euh, finalement rentrer dans s'intégrer à leur manière dans le monde, avec attendre à l'arrêt de bus avec des looks délirants, regarder la télé devant les vitrines, squatter des bars après avoir fait des bastons, être au restaurant, habillé en serveur. Ce décalage-là, il est, je trouve, vraiment à l'image de la série, qui va vous présenter quelque chose de complètement absurde et vraiment de drôle, mais avec cette représentation d'une réelle menace et une espèce de goût du décalage aussi qui est, et je trouve très aussi quelque chose que j'avais pas vu chez Warren Ellis à l'époque, c'est-à-dire on a été plutôt habitué aux séries de Warren Ellis, plutôt rentre dedans, un peu violente, etc. Là, vraiment, on découvrait son sens de l'humour. En tout cas, pour moi, je découvrais vraiment son sens de l'humour que je trouvais vraiment, vraiment excellent dans cette série. Donc voilà, autre chose aussi, mais je reviendrai plus dans la seconde vidéo. C'est vrai que ça n'empêche pas en fait d'avoir dans le style de Stuart Timonen, je parlais de stylisation et de côté un peu cartoon, mais euh, moi je trouve que c'est un artiste qui est excellent pour les comics de super-héros parce que justement sa maîtrise de l'anatomie, de la puissance des personnages fait que bah, voilà, pour les super-héros il est juste parfait. Et en même temps, il va proposer à chaque fois une réflexion de design, notamment dans le travail. J'aime beaucoup la façon dont il travaille les ombres, mais on verra plus sur Siege comment il fait ça. Mais voilà, la façon dont il travaille les ombres sur les muscles, etc., qui fait que euh, on est quand même pas loin aussi de l'approche, euh, euh, par exemple, d'une approche que pourrait avoir un Brian Hitch en termes de façon de dépeindre un certain réalisme des textures ou des volumes des muscles, etc. Et cette capacité à mixer ça de manière équilibrée dans un comics, vraiment, ça me fascine. Et puis, pour faire la transition avec le petit sketchbook, euh, je vous parlais en fait de la capacité des multiples styles de Stuart Timonen. Alors je ne sais pas comment il fait ça, mais c'est extrêmement impressionnant la façon dont il peut passer d'un style à un autre. Là par exemple, il est allé taper un peu, je pense, dans quelque chose qui fait penser à du pole pop un peu, dans la forme des visages. Alors pas dans le travail sur les textures, mais dans la forme de visage, dans certains types de design un peu urbain, etc. En fait, c'est une séquence où les personnages sont transportés dans une espèce de monde, chacun dans une espèce de cauchemar un peu alternatif, ce qui fait que il varie son style. Il va ensuite adopter ce principe de découpage façon, euh, qu'on appelle ça, comics en fait de magazines un peu humoristiques ou ouais, type Mad ou autre par exemple, dans lequel il dépeint une situation complètement absurde dans laquelle se trouve Machine Man. Il va ensuite partir à nouveau dans quelque chose pour le personnage du Captain, alors, qui s'appelle Captain Universe, qui est vraiment entièrement composé avec des ombres très marquées, avec, là on voit Stan Lee, on voit Jack Kirby, euh, un côté beaucoup plus désespéré dans la tonalité, avant de carrément, on le voit ici même plus réaliste, avant de carrément dire bah, pourquoi pas essayer de partir dans un style à la Mike Mignola pour Elsa Bloodstone, qui effectivement est une chasseuse de monstres, hein. Et là on voit qu'il arrive à reprendre mais, plein de trucs de Mignola avec beaucoup d'aisance. Ça va être. Et là, c'est plutôt le Mignola des débuts d'Hellboy, Seed of Destruction, tout ça. Donc, on voit déjà le forme d'ancrage
avec le trait très fin, la façon dont les ombres sont composées comme ça de manière très géométrique avec les petits picots. On va avoir cette façon de travailler aussi les ombres dans les cheveux, les petits traits qu'on trouve très souvent sur le manteau d'Hellboy pour montrer le côté un peu usé. Bon, évidemment, la tour. Et puis, il y a plein d'autres petits trucs comme ça qui parfaitement reprendre la façon dont Mignola dessinait les yeux dans des personnages féminins dans les premières Hellboy. Ces effets de fumée, ces effets d'explosion aussi avec l'utilisation de la lumière de l'explosion pour marquer une ombre ici qui va permettre d'éclairer en fait finalement, de faire comprendre le décor à travers la projection d'une ombre. Donc bref, en 3 pages, je trouve qu'il arrive à parfaitement maîtriser ça et à revenir à son style. Donc voilà, moi cet aspect-là et cette capacité-là a fait que sur cette série, je me suis dit, bah, vraiment, cet artiste, j'ai envie de savoir ce qu'il va faire après. Et voilà, un exemple. Alors là aussi, je pense que peut-être travail de modélisation 3D à la base, et puis après retravailler derrière en dessin, mais même quand il utilise de la 3D, je trouve que son dessin derrière intègre vraiment, vraiment parfaitement bien tout ça. Et d'ailleurs, petite précision, euh, Wade von Badger, je suis désolé si je... Gros Badger, je dirais, euh, qui est son encreur, qui est un encreur extrêmement important parce que on va le voir après sur Siege dans la prochaine. Non, pas en Fear Itself, pardon, dans la prochaine vidéo. C'est vraiment un encreur qu'on va avoir sur plusieurs titres avec Imonen et je trouve que c'est vraiment un très 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 bon encreur. Et notamment, je prends un exemple ici, mais dans la gestion en fait des variations d'épaisseur de trait. C'est-à-dire que souvent, chez Imonen, notamment quand il a ce style-là, on va avoir un trait de contour assez épais et des traits intérieurs très très fins en fait. Et ça nécessite vraiment que l'encreur et le dessinateur se connaissent bien et dialoguent beaucoup pour arriver à trouver cet équilibre-là, et notamment dans un style comme ça qui fonctionne beaucoup sur voilà, cette forme de stylisation. Donc c'est un équilibre assez complexe à trouver. Et je vais finir juste sur une page délirante, mais je reviendrai un peu là-dessus parce que euh, ils en parlent un petit peu dans Fear Itself. Juste pour finir sur un Next Wave, il faut savoir que là, je vais vous montrer qu'une page, mais en fait, il y a derrière 3, 4, 5, je dirais peut-être 6 double splash qui vont montrer les personnages progresser dans un couloir et affronter des menaces totalement délirantes. Et ça, c'est pas la partie la plus délirante, même s'il y a des gorilles violets avec des symboles communistes dessus. Ça, c'est pas le plus délirant. Il y a encore pire derrière, et c'est vraiment très très drôle parce que on va avoir ces personnages qui évoluent dans ces doubles splash avec toujours des menaces folles et hyper imaginatives euh, et qui à chaque fois sont hyper bien dessinées. Et c'est une séquence qui m'a fait penser un peu à, je sais pas si vous connaissez le film Old Boy, le film coréen. Il y a eu un remake après américain, mais le film coréen où il y a cette séquence où le personnage va se taper pendant une bonne dizaine de minutes longues dans un couloir en vue de latéral comme ça, avec des personnages, avec des adversaires. Il a un marteau et il va les dévoyer au fur et à mesure. Ben, en fait, cette séquence vraiment fait penser à ça. Mais voilà, je ne veux pas vous montrer la suite parce qu'il y a des trucs tellement délirants et je voudrais pas vous spoiler. Si vous pouvez, lisez Next Wave et vous verrez que rien que cette séquence finale, elle vaut carrément le coup. Et je vais terminer cette vidéo, donc cette première vidéo, en vous montrant ce sketchbook qui est un mélange sketchbook illustration. Euh, pour, si vous n'en êtes pas encore convaincu, vous montrer encore plus à quel point Stuart Timonen a des styles vraiment, vraiment différents. Je ne sais plus à quelle occasion j'avais chopé ça dans un magasin, mais la couverture m'avait pas capté plus que ça au départ. Mais finalement, en y regardant de plus près, elle est vraiment intéressante pour ça. C'est que là, on a un dessin euh, ancré, très 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 réaliste dans la dépiction de la forêt, des champignons et tout. Et en dessous, on a une pin-up totalement simplifiée et stylisée qui est vraiment évoque des publicités un peu anciennes, qui fait penser un peu à des artistes comme Shane Glines par exemple, qui vraiment travaille des formes des personnages comme ça, ce qu'a fait un peu Darwin Cook aussi sur certains titres. Donc voilà, donc ce passage-là, et voilà, je vais juste vous montrer quelques pages. J'ai pas noté de trucs en particulier, je vais faire un peu défiler, mais
Voilà, ça, on est plus dans la lignée effectivement de ce qu'il a fait dans Next Wave, c'est-à-dire prendre des personnages et les croquer de façon le plus stylisée possible, mais avec tout un tas, en portant attention à tous les petits détails, à la fois de la corpulence, de la posture ici par exemple, ou des expressions de visage, ou des formes de vêtements, qui en font des personnages que l'on voit tout de suite, on peut voir dans la rue, en fait, qu'on peut imaginer dans la rue. Il y a ces petits comics en fait qu'il fait avec un trait qui semble être un peu à la plume, très fin, très caricatural. Là aussi, des designs. Voilà. Il y a ces trucs-là aussi qui sont hyper sympas, qui sont des petites BD qu'il a l'air de faire un peu à la volée, comme ça, un peu dans la rue. Là, il raconte le fait qu'il attend dans un aéroport et on a l'impression que c'est vraiment du dessin croqué à l'arrache, comme ça, avec juste un feutre ou une plume. C'est vraiment extrêmement bien, et très réaliste encore. Il y a de l'étude effectivement de corps, mais là aussi on voit comment tout de suite il va réussir à restyliser des poses. Il y a des caricatures, il y a toujours cette cohabitation entre du super réalisme ici et puis encore une fois du travail de la forme et de la simplification, des personnages comme ça un peu cartoon, à nouveau des bandes dessinées, enfin des petites histoires comme ça, assez sympa en plus, sur un petit côté vie quotidienne qui est sympa. Et en même temps voilà, des mini-comics presque dessinés comme Calvin et Hobbes. Voilà, ce travail-là encore une fois, euh, qui est moi ce que je trouve vraiment extraordinaire, très 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 stylisé et qui évoque un peu des vieilles pubs. Voilà, on a quelques pin-up aussi comme ça. Moi, je vous renvoie vraiment au travail de Sean Glaines si vous aimez ça. C'est vraiment un maître dans ce style-là. On a ce type de petites histoires aussi. Là, encore une fois, avec qui me faisait penser effectivement à ce qu'avait fait Darwin Cook sur Parker, justement, l'utilisation juste d'une ou deux couleurs, et surtout l'utilisation des couleurs qui, comme ici, en fait, euh, euh, qui n'ont pas besoin d'ancrage, en fait, qui viennent ici représenter le ciel et les nuages, ou ici la route et la bordure, etc. Voilà, c'est un style qui est extrêmement dur à maîtriser. Et là, on voit clairement que il peut faire ça, il peut faire ce type de design de perso. Je passe rapidement, mais voilà, il y a une grande variété de dessins. Encore, voilà, l'image de couverture. Euh, Grande variété de dessins. Et franchement, au bout de 10 pages, il y a ces personnages-là aussi qui sont super bien faits. Au bout de 10 pages, on voit que son spectre de dessin est extrêmement large et qu'il est vraiment capable de passer d'un truc à un autre avec une facilité qui est, je trouve, déconcertante. Pardon. Et quand on sait qu'il est scénariste, coloriste, encreur, voilà, et qu'il a toute cette palette de talents, c'est ce qui fait que je trouve aujourd'hui que c'est un artiste assez incontournable, même si euh, en- je peux considérer que Secret Identity, c'est vraiment une très très belle histoire. Je vais pas dire son chef-d'œuvre, mais voilà, et que Next Wave aussi, c'est vraiment culte, extrêmement drôle. Mais je trouve que c'est un artiste auquel il manque peut-être voilà, un ou deux titres ou une série en parallèle, je sais pas, un créateur own ou quelconque qui marquerait vraiment un peu plus en termes d'histoire et scénaristiquement. Parce qu'après, il a bossé sur plein de choses chez Marvel. Il a fait des Avengers, il a fait du Fantastic Four après Carlos Pacheco. Euh, on l'a retrouvé dans plein de couvertures, sur plein de titres. Mais voilà, je crois que c'était sur New Avengers ou Avengers à l'époque, avec Bendis. Plein de trucs où clairement son talent est visible. Il a fait du Ultimate Spider-Man aussi. Donc indéniablement, son talent est là, mais je trouve qu'il lui manque une série phare, quelque chose qui vraiment finisse de le mettre sur orbite. Bon, il est plus tout jeune non plus, mais c'est dommage, je trouve, qu'un mec de ce niveau-là, avec cette capacité graphique et ce talent immense et cette versatilité dans les styles, n'ait pas encore eu un projet à la hauteur en fait de ce qu'il est capable de réaliser quand on voit ça, quoi. Bon, alors c'est pas effectivement dans la prochaine vidéo avec Fear Itself que je vais vous dire que c'est ça son chef-d'œuvre, même si encore une fois on va voir, il y a des trucs vraiment très 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 cool dedans. Mais voilà, c'était pour vous montrer déjà en fait pourquoi la principale raison, on va dire, pour laquelle j'adore Stuart Timonen, c'est parce qu'il est capable de passer de ce style-là à tout ce qu'il y a là-dedans, à ce côté cartoon à mort, etc. Et il y a, à ma connaissance, pas beaucoup d'artistes de comics aujourd'hui qui sont capables d'avoir une telle palette
de dessin, et donc qui sont capables de proposer des ambiances et des ressentis au lecteur, et des trouvailles graphiques aussi variées. Donc voilà pour cette première vidéo, pardon. La prochaine, je vous parle de Empress et de Fear Itself, un petit peu plus classique. Et là, on va rentrer dans des aspects un peu plus techniques, on va dire les petits détails que j'aime dans le dessin de Stuart Timonen quand il fait du super-héros, quand il fait de la science-fiction. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Stuart Timonen. Et je vais enchaîner directement avec l'enregistrement de la vidéo deuxième partie, puisque je suis un peu chaud là. Et puis, merci encore pour votre soutien, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages aussi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao.